Voilà, alors je me présente un peu plus complètement. Donc je m'appelle Yannick Bonnet, j'ai travaillé pendant 23 ans dans l'industrie dans un premier temps, la chimie et la pharmacie, surtout la chimie, 20 ans chez Rhône-Poulenc. J'y ai fait de la recherche scientifique pendant 10 ans. Ensuite j'ai été directeur d'usine et ensuite responsable des problèmes humains du groupe jusqu'en 75. Ensuite je suis passé dans la pharmacie où j'ai été également directeur des ressources humaines. Et puis en 78, j'ai pris la direction de l'école supérieure de chimie industrielle de Lyon, une école d'ingénieurs chimistes qui s'appelle maintenant CPE parce qu'elle a absorbé l'équivalent de chimie catho. Et ensuite, en 89, j'ai créé une entreprise de conseil en management que j'ai quittée au moment d'entrer au séminaire. Donc au moment où je passais d'ailleurs de l'école de chimie de Lyon à mon entreprise, ma femme est tombée malade d'un cancer. J'ai su tout de suite que c'était grave, mais elle a résisté pendant plus de 6 ans, ce qui a permis à ma petite dernière de passer de 16 ans à 22 ans, ce qui était très important. Et puis, 1 an et demi après la mort de ma femme, je suis rentré au séminaire. On a raccourci mon temps de formation pour que j'ai le temps de faire un peu d'usage dans l'église. Donc j'ai eu que 3 ans de théologie au lieu de 7 ans de formation. Et j'ai été ordonné en 99 au Puy-en-Velay. La première année, je me suis occupé essentiellement d'organiser le jubilé des familles qui a eu lieu en 2000 au Puy-en-Velay. Ensuite, j'ai dirigé une paroisse pendant 2 ans, la paroisse du collège, au Puy même. Et ensuite, mon évêque m'a donné un sanctuaire qui n'est pas paroisse, pour que j'ai plus de temps à consacrer, notamment à la formation des adultes, et puis à différentes aumôneries. Je m'occupe de la pastorale familiale, des veuves et des parents qui ont perdu un enfant. Voilà, donc je ne suis pas inoccupé. Je travaille en principe à peu près 7 jours par semaine, et pas 35 heures. Et puis je prends de temps en temps quelques jours pour faire du vélo. Donc j'ai fait le Puy-Lourdes en vélo il y a 2 ans, et Lourdes-Compostelle l'an dernier en vélo. J'arrive à faire encore un peu plus de 150 km par jour en bicyclette, donc c'est signe que la santé est bonne, quoi. Bon. Alors, pourquoi je me suis intéressé à l'éducation? Paradoxalement, pas pour des raisons familiales, mais beaucoup plus pour des raisons professionnelles. Ouais, je me suis aperçu dans l'entreprise que le gros problème dans l'entreprise, c'est les problèmes humains, beaucoup plus importants finalement que les autres problèmes qu'on arrive toujours peu ou prou à résoudre, mais que très souvent c'est les problèmes humains qui coincent, et que ces problèmes humains qui coincent sont en général liés à des problèmes de mauvaise éducation et des chefs et des subordonnés. Ouais. Et donc j'ai commencé à réfléchir à l'éducation pendant que j'étais dans l'entreprise. Et puis il y a des circonstances qui m'ont fait penser que l'éducation allait devenir de plus en plus importante dans nos pays développés notamment, pour 2 raisons. La première raison, c'est que nous avons connu dans les années 60-70 une très grande crise de société, dont mai 68 n'est qu'une illustration, mais la crise a été beaucoup plus profonde que ça. Elle a touché les gens sur le plan spirituel parce que l'argent fait irruption dans la société occidentale à une allure incroyable. Entre 1945 et 1975, le salaire de ce qu'on appelait en 1945 le manœuvre-balai et qui est devenu en 1975 de technicien de surface, son pouvoir d'achat a été multiplié par 10, pendant que celui du français moyen a été multiplié par 3,5, ce qui est déjà considérable. D'où un changement complet, si vous voulez, de décor. Hein. Là où il y avait de la terre battue, il y a eu du carrelage. Là où il y avait les chiottes au fond du jardin, il y a eu des sanitaires partout. C'est un changement considérable. Et j'allais dire, ce changement est monté à la tête des gens. Ils ont cru que les problèmes matériels résolus, tout allait être résolu. Ouais. Donc ça a créé un vide spirituel qu'on voit d'ailleurs simplement dans la fréquentation des lieux de culte. Hein. Et paradoxalement, avec un retour vers les sectes, parce que la nature ayant horreur du vide, le vide spirituel, à un moment, a dû être comblé par autre chose. Ouais. Donc, d'où la montée des sectes.
c'est le premier volet de la crise. Le deuxième volet de la crise, on pourrait dire que c'est une crise de l'intelligence, c'est-à-dire de la recherche que toute personne doit faire, de percevoir la réalité et de rechercher la vérité. C'est ça l'intelligence, c'est pour ça que c'est fait. Percevoir la réalité et rechercher la vérité. Et on a eu une première phase à l'après-guerre qui était une phase triomphale des idéologies. Or, une idéologie empêche de penser, c'est un prêt à penser, si vous voulez, qui est tout ficelé, et ça déshabitue les gens de réfléchir. Et puis le deuxième stade de la crise, c'est l'irruption dans la vie de la télévision, et la télévision, c'est le plus souvent l'encéphalogramme plat. Hein. Si vous rajoutez à ça que les méthodes stupides de l'éducation nationale désapprennent à beaucoup de gens de lire, hein, il y a beaucoup de gosses qui savent pas lire. Ma petite dernière est prof dans le collège, elle voit arriver des gosses qui ne savent pas vraiment lire, ouais, et en quantité croissante. Quand on ne sait pas lire, on est quand même privé de toute une source, ouais, de possibilités de réflexion. Et donc on se réfugie dans les jeux et dans la télévision, et c'est pas vraiment un progrès. Troisième élément important, le fameux « il est interdit d'interdire » de mai 68, c'est-à-dire une dérive qui est grave sur le plan de la morale, c'est-à-dire une non-perception du bien et du mal. Beaucoup de gens aujourd'hui savent plus ce qu'est le bien et le mal. Ouais. Ils n'ont plus de points de repère clairs. L'autre jour, j'étais avec des jeunes, puisque je rencontre beaucoup de jeunes niveau terminal et juste après, quelquefois première terminale et juste après. Et il y a un jeune, heureusement on pose des questions par écrit, ça permet de poser toutes sortes de questions sans craindre le regard de l'autre. Et un jeune a posé cette question, est-il immoral, est-il grave? Je ne me rappelle plus exactement la manière dont il a tourné ça. Est-ce une faute de gagner de l'argent sur le dos des toxicomanes? Ça veut dire qu'il est dealer et il commence à se poser une question. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas immoral? Ouais, ça veut dire que notre société est devenue amorale. Elle n'a plus de points de repère moraux. Elle ne sait plus ce que c'est que le bien et le mal. Il y a des jeunes, vous voyez, qui commettent un meurtre parce qu'ils vivent justement dans le virtuel. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et il faut des mois de prison pour qu'ils réintègrent l'idée qu'ils ont tué un homme ou une femme. Ouais, c'est une... Bon. Alors je crois que cette triple crise, vous voyez, crise de l'intelligence, crise de la morale et crise spirituelle, c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger quand on aborde les problèmes d'éducation. Beaucoup de gens n'ont plus de points de repère dans le domaine éducatif. Il y a une rupture de transmission, ouais, d'une espèce de sagesse éducative qui se transmettait de génération en génération, et il y a eu un trou. Hein. Et donc j'ai remarqué tout d'un coup que dans la génération des 30-45 ans, il y avait beaucoup de gens qui aspiraient véritablement à bien éduquer leurs enfants, pour une raison bien simple, c'est pour qu'ils soient heureux, hein, mais à qui il manquait un certain nombre de points de repère. La deuxième raison qui m'a fait me mobiliser sur cette question, c'est un changement important d'état économique qui a eu lieu entre les deux chocs pétroliers, c'est-à-dire entre 1974 et 1978, qui est un basculement d'une économie de pénurie dans une économie d'abondance. Que j'illustre d'une façon très simple quand je rencontre les jeunes. Je leur dis, j'ai attendu mon premier téléphone 4 ans. Vous voyez, en 1960, hein, on commandait le téléphone, on s'inscrivait sur une liste d'attente et on l'attendait 4 ans. Eux, ils l'attendent 4 minutes. Ouais, c'est quand même un changement drastique d'état économique. Alors, il y a des conséquences dans ce changement d'état économique, c'est que si effectivement on peut avoir les choses facilement, et également pas cher, parce que si vous regardez le prix en francs constants de tous les objets de grande consommation, ça n'a pas cessé de baisser. Oui, mais il y a un prix à cela, un double prix, et je déplore qu'on ne l'ait pas expliqué aux Français. Alors un premier prix évident, c'est que vous ne continuerez pas à avoir la friteuse à 49,99 € et le cuiseur de riz à 24,99 € sans que les emplois continuent à partir en Chine, puisque le chinois coûte 56 fois moins cher à l'entreprise que le français pour les basses qualifications. Donc c'est évident qu'il y a une perte d'emploi irrésistible. Ouais. Mais la deuxième conséquence, c'est que paradoxalement,
même pour les emplois un peu plus qualifiés où la concurrence des pays non développés est moins forte, les exigences qui pèsent sur les salariés sont de plus en plus fortes et elles ont une connotation éducative que personne n'a remarqué. Et je vais vous donner 4 exemples que j'ai expliqués à mes élèves dès que je suis arrivé en 78 à l'école de chimie de Lyon, puisque je venais de faire ce diagnostic depuis 2 ans à peu près, et que j'avais validé auprès du commissaire au plan Michel Albert en 78 que c'était bien un nouvel état économique et pas du tout une crise comme on l'écrivait à l'époque, en croyant que c'était les chocs pétroliers qui avaient changé le monde. Pas du tout, c'était un changement beaucoup plus profond. J'ai expliqué à mes élèves qu'il y avait au moins 4 qualités qui allaient émerger dans le monde du travail et que ces qualités avaient toute une connotation éducative. La première, c'est que c'est clair qu'on vous demande aujourd'hui, au nom de la satisfaction du client dans l'entreprise, d'être des vrais professionnels. Mais il ne faudrait pas réduire le professionnalisme demandé à une qualification. Il faut en même temps lui donner la connotation de la conscience professionnelle. C'est-à-dire non seulement je sais faire bien, mais je fais bien à chaque fois. Même si je suis de mauvais poil, même si je me suis engueulé la veille avec ma copine ou mon conjoint, on va me demander de faire bien à chaque fois. Ça, c'est de l'ordre moral, ça s'appelle la conscience professionnelle. Deuxième élément qui est important, non seulement il faut être professionnel aujourd'hui, mais il faut le rester. Et pour le rester, il faut être capable de se remettre en cause régulièrement, ce qui demande une qualité pas forcément très répandue dans le monde moderne, qui s'appelle l'humilité. Si vous écoutez d'ailleurs le discours des sportifs de haut niveau, ils ont sans arrêt l'adjectif humble à la bouche. Il faut rester humble, il faut se remettre en cause, il faut travailler inlassablement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui croient encore que parce qu'ils ont eu un diplôme important ou prestigieux à 22 ans, ils vont pouvoir monnayer ce diplôme toute la vie. C'est terminé. Vous voyez, des polytechniciens et des HEC au chômage, c'est pas les plus faciles à recaser. Donc ça, il faut le dire aux jeunes. Bon. Troisième élément important, qui est également un élément actuel, les décisions, à cause de l'efflorescence des technologies, sont pluridisciplinaires, ce qui veut dire qu'il faut savoir travailler avec les autres. Si on ne sait pas travailler avec les autres, on est foutu. Alors ça veut dire capacité de coopération, d'acceptation de l'autre, de capacité de vivre avec quelqu'un qui est différent. Pas le même âge, pas la même culture, pas la même religion, pas la même couleur de peau, pas la même langue, etc. Et puis dernière qualité, au prix où est l'homme des pays développés, on lui demande d'assumer beaucoup plus d'autonomie, puisqu'on est capable de mettre à son poste de travail par l'informatique à peu près toutes les données dont il a besoin. Donc on ne va pas mettre en permanence derrière lui un contrôleur de la qualité, un contrôleur budgétaire, etc. Il va falloir qu'il s'assume, et ça demande une qualité qui s'appelle le courage, assumer ses responsabilités. Donc vous voyez, 4 qualités à connotation morale et éducative qui sont venues renforcer, si vous voulez, tout ce qu'on aurait pu appeler simplement comme qualité de formation culturelle et professionnelle. Il y a aussi une connotation éducative dans le monde actuel. Personne n'en parle. Donc je crois qu'il faut se rendre compte que ce que j'ai écrit il y a 15 ans, vous voyez, dans un manifeste, le défi éducatif, c'était pour dire attention, le grand défi, c'est pas les 80% de bacheliers, hein, ça c'est une sottise sans nom, ça veut rien dire, hein, surtout qu'il faudrait qu'on sache ce que c'est que le bac, plus personne ne sait ce que c'est. J'ai assisté à un colloque où j'ai été invité il y a quelques années à la Sorbonne pour essayer de comprendre ce qu'était le baccalauréat. De l'avis de tout le monde à la fin de la séance, plus personne ne sait ce que c'est que le baccalauréat, puisque c'est ni l'assurance qui a des acquis qui ont été consolidés. Ouais, on le dit déjà pour le primaire, mais c'est encore plus vrai pour le baccalauréat. On n'est pas sûr des acquis. 2, c'est pas un passeport pour la vie professionnelle. 3, c'est pas un passeport pour l'enseignement supérieur, puisque la première année de l'enseignement supérieur, il y a un déchet considérable. Donc le baccalauréat, c'est rien. Donc si c'est rien, c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Je pense que les qualités éducatives sont infiniment plus importantes, parce que quelqu'un qui est éduqué est quelqu'un
S'il a, comme on le dit maintenant, un socle minimum dans le primaire, qui était jadis d'ailleurs le certificat d'études, avec une bonne éducation et le certificat d'études, nous serions le premier pays industriel du monde sans aucun problème. Vous voyez, on a fait les 30 glorieuses avec des gens qui avaient essentiellement le certificat d'études et sans aucun problème. On a vu une montée de la technologie à toute allure que tout le monde a absorbé. Mais les gens qui avaient le certificat d'études... Attention, un bachelier aujourd'hui, je le plante sur un problème de certificat d'études sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai donné dans mon deuxième tome de bouquin l'énoncé d'un petit problème qu'on savait faire jadis en sortant du certificat d'études, ouais, c'est-à-dire sans algèbre, et qu'aujourd'hui, même un prof de fac n'est pas capable de faire. Donc, la démonstration est faite. J'ai jamais trouvé quelqu'un, vous voyez, qui sache faire ce problème-là sans l'algèbre. C'est-à-dire qu'on ne sait plus raisonner d'une façon simple, en phrase française. Depuis qu'on a remplacé d'ailleurs la règle de 3 par un opérateur en croix, plus personne sait raisonner. Le petit problème, c'est très simple, mais vous le trouverez dans mon bouquin. J'ai 2 fois l'âge que vous aviez quand j'avais l'âge que vous avez. Quand vous aurez l'âge que j'ai, nous aurons à nous deux 63 ans. Donnez la solution de ce problème-là uniquement en phrase française, sans poser une seule opération et a fortiori une seule équation. Ben aujourd'hui, même un prof de fac n'est pas capable de le faire. Voilà. Poser le problème du défi éducatif. Alors, deuxième chose importante, qu'est-ce que c'est que l'éducation, qui est ce défi majeur du 3e millénaire? Eh bien, c'est une relation de service qui existe entre 2 personnes, l'éducateur et l'éduqué. L'éducateur est en quelque sorte au service de l'éduqué et il a pour ça autorité, ce qui vient du latin au géo, qui veut dire augmenter. C'est un service destiné à augmenter la valeur de celui qui est éduqué. C'est donc un service. C'est en même temps un conditionnement. On conditionne pendant un certain temps, et il y a des gens qui, j'allais dire, se couvrent la tête de cendre à l'idée qu'ils conditionnent l'enfant, mais bien sûr qu'ils le conditionnent, comme la télé le conditionne, comme beaucoup de choses le conditionnent. L'éducation est un conditionnement social, hein, la petite cellule familiale, qui est une cellule de société, conditionne l'enfant. La différence avec la télé et avec beaucoup d'autres conditionnements, c'est que c'est un conditionnement qui vise à sa propre disparition. Ouais, ça c'est très important de comprendre ça. Quand on est parent, on éduque l'enfant pour pouvoir disparaître, voyez, de son champ de vie, de façon à ce qu'il soit autonome. L'éducation est un conditionnement qui vise à sa propre disparition, parce que l'important, c'est d'apprendre à l'enfant à devenir autonome, et donc responsable. Il faut bien comprendre que l'être humain, voyez, est à la fois un être libre. Il a été doté par son créateur du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions, de faire des choix sans contrainte. Voyez, même Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Nous avons ce libre arbitre qu'il ne faut pas confondre avec la liberté. Hein. On va tout de suite le montrer. Le libre arbitre et la liberté, c'est pas la même chose. Le libre arbitre, c'est cette capacité qu'a l'homme, voyez, de prendre des décisions sans contrainte. Bon. Mais en même temps, cet être humain qui a ce libre arbitre, il a un certain nombre de conditionnements avec lesquels il va falloir qu'il fasse parce qu'il n'a pas le choix. Par exemple, le conditionnement biologique. Hein, vous allez voir, quand votre taux de glucose va baisser dans votre sang, vous aurez faim. Et au bout d'un certain temps, vous aurez sommeil. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. Bon. Donc, on a un conditionnement biologique avec lequel il faut bien faire. Ce qui n'empêche pas notre libre arbitre, puisque l'homme, même quand il a faim et qu'il voit quelque chose d'appétissant, il peut jeûner. C'est ce que nous rappelle le carême. Même quand un mâle voit une belle fille et que ça lui donne des idées, il peut rester chaste. C'est donc que l'homme, contrairement à l'animal, a une capacité, voyez, de s'empêcher de suivre son instinct. Il a un libre arbitre. Ces conditionnements ne le déterminent pas. Voyez, nous ne sommes pas déterminés par nos conditionnements. Alors nous avons ce conditionnement biologique, c'est une réalité. Nous avons un deuxième conditionnement dont il faut bien prendre conscience quand on est éducateur, c'est un conditionnement génétique. Chacun de vos enfants a un patrimoine génétique unique. C'est le sien et vous n'y pouvez rien. Et donc vous avez un seul devoir, c'est de l'aider à devenir qui il est. Il est potentiellement une personne unique, différente de vous. Et donc vous êtes à son service pour qu'il devienne lui-même.
il y a une prière que j'aime beaucoup, qui est au cœur de 9 invocations, c'est même celle du milieu, c'est « Seigneur, accorde-moi la grâce d'être qui je suis ». Ouais, eh ben, le rôle des parents, c'est d'aider l'enfant à devenir qui il est, même si ça vous plaît pas. Ouais. Même si vous êtes hyper rationnel et que vous avez un enfant hyper artiste, eh ben vous ferez avec. Sinon, vous le casserez. Ouais. Il faut absolument avoir ce respect fondamental de cet enfant qui, génétiquement, vous voyez, même si il a des chromosomes qui viennent de vous et de votre conjoint, il est en fait quand même unique parce que la répartition de ces gènes s'est faite d'une façon à laquelle vous ne pouvez foutre rien, ni vous ni moi. Hein. Donc il faut faire avec. Il est une personne unique à cause de son conditionnement génétique. Il est également une personne unique parce qu'il a une histoire personnelle, ouais, au fil de sa vie, comme nous avons eu chacun une histoire personnelle qui à la fois nous a donné de temps en temps un coup de booster et de temps en temps des blessures avec lesquelles il faudra que nous vivions toute notre vie. Ouais. Une histoire personnelle qui influe sur notre psychisme, sur notre psychologie. Hein. Notre psychologie, c'est un conditionnement, mais ce n'est qu'un conditionnement. Ouais. C'est pour ça que les gourous des psys qui croient qu'ils vont pouvoir guérir les gens des blessures se plantent le doigt dans l'œil, mais ils nous le plantent aussi. On ne peut pas guérir quelqu'un, mais on peut l'aider à découvrir ses blessures. C'est tout. Découvrir à la fois ce qui a été positif dans sa vie et négatif, puis il faudra qu'il fasse avec. Bon. Et puis il y a un conditionnement sociologique, je vous dis, celui qui est lié à la famille où on est né, à notre milieu social, à l'école où on a vécu, à notre religion, etc. C'est un conditionnement social, et je vous l'ai dit, l'éducation est un conditionnement social aussi, mais un conditionnement social qui doit viser, je vous l'ai dit, à sa propre disparition. Donc nous avons toute une série de conditionnements. Si je voulais aller plus loin, je dirais que nous avons un conditionnement c'est pas un conditionnement. Nous avons, en plus, en tant qu'être humain, des traces du péché originel, c'est-à-dire cette fois-ci des blessures spirituelles, dont saint Paul a demandé au Christ débarrasse-moi de cette écharde, et le Christ lui a dit non, ma grâce te suffit. Donc nous voyons chez nos enfants un certain nombre de blessures qu'ils ont, qui sont des traces du péché originel, et je vais vous en citer 4 qui sont extrêmement fréquentes chez les enfants, et avec laquelle il faudra qu'ils luttent toute leur vie parce que c'est une épine qui est dans leur âme, si vous voulez, et qu'ils vont garder. La jalousie, ça c'est très classique chez les enfants, et on le voit très tôt. La paresse, c'est-à-dire l'inaptitude à faire ce qu'on a à faire au moment où il faut le faire, même si on est très actif. Ouais, ne confondez jamais un paresseux avec un non-actif sur le plan de la caractérologie. Il y a des non-actifs, des gens qui ont de la peine à passer à l'action et qui en fait agissent par devoir, par éducation. Et puis il y a des gens hyperactifs mais paresseux, c'est-à-dire ils font jamais ce qu'on leur dit au moment où il faut. Un jour je disais ça à un de mes copains qui est dentiste, d'ailleurs un très très bon dentiste. Et il m'a dit, mais c'est vrai que j'étais un petit paresseux quand j'étais un petit paresseux hyperactif. Je faisais 1000 choses sauf ce qu'on me demandait dans le temps où on me le demandait. Parce que dès qu'on me posait une question, je trouvais quelque chose de tellement intéressant à creuser que je donnais pas le travail qu'on m'avait demandé, mais celui qui m'intéressait. Bon, ça c'est la paresse. Troisième blessure très fréquente chez les enfants, la lâcheté. Dès qu'il y a un obstacle, je recule. C'est des enfants qui ont beaucoup de mal à affronter l'adversité. Dès qu'il y a un obstacle à leur vie, à leur action, etc., ils font machine arrière. C'est une difficulté à affronter la vie, finalement. Et puis la quatrième, c'est une certaine forme de refus de toute imperfection, alors que l'imperfection fait partie de la nature humaine. Nous, on appelle ça la violence, une espèce de violence qui se dirige d'ailleurs autant sur soi-même que sur les autres, de refus de l'imperfection. Comme on est imparfait, il faut bien vivre avec. Voilà. Donc il y a des blessures spirituelles qui existent, qui sont congénitales. Et puis il y a aussi, alors en allant au contraire dans le positif, un plan de sainteté qui est donné par Dieu à chacun de nos enfants, qui fait qu'il a des charismes spirituels à lui. Notamment une manière d'aimer originale qui est la sienne. Nous sommes tous une image du Christ, c'est-à-dire que nous avons tous ce besoin d'amour et cette capacité d'amour, mais qui prend chez chacun
une forme différente. C'est pour ça qu'il y a autant de saints différents, vous voyez. Saint Thomas d'Aquin et la mère Teresa, c'est pas la même chose. Pourtant, c'est deux grands saints, vous voyez, mais ils ont deux formes de charisme d'amour différents. Voilà, ce qui montre que l'éducation sera toujours quelque chose, vous voyez, de délicat, de difficile, quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup de patience et qui doit nous obliger à nous remettre en cause. Hein, on éduque ses enfants, mais ils vous éduquent. Ouais, ils vous éduquent. Il faut se laisser d'une certaine manière éduquer par nos enfants parce que l'exigence d'amour qu'ils posent, cet amour dont ils ont besoin, nous remet en cause. Ouais, c'est pas facile d'aimer, ben, faut pas croire que c'est facile d'aimer ses enfants. Ouais. D'ailleurs, il y a une tentation très forte dans le monde actuel, justement, dont je parlerai, qui est de se tromper sur ce qu'est l'amour. Donc, relation entre deux personnes, toutes les deux douées de libre arbitre, et pour les enfants, ne confondons pas le libre arbitre, aidons-les à ne pas confondre le libre arbitre et la liberté. La liberté, c'est ce qui résulte d'un bon usage du libre arbitre. Si je fais un mauvais usage du libre arbitre, vous voyez, je me surconditionne et je suis de moins en moins dans la capacité de prendre des décisions sans contrainte, parce que je me suis créé à moi des propres contraintes. Un exemple simple, la drogue. Personne n'a obligé un enfant à se droguer, hein, c'est clair. C'est donc bien en usant de son libre arbitre qu'il s'est drogué. Mais le jour où il est accro, comme disent les drogués, il a perdu toute liberté. Vous voyez, il ne peut plus justement faire facilement usage de son libre arbitre. Il va falloir l'aider, vous voyez, à retrouver sa liberté. Donc attention, un mauvais usage du libre arbitre conduit à l'esclavage. Ouais, donc ne confondons pas libre arbitre et liberté. Puisque avec son libre arbitre, on peut devenir davantage libre. Hein, lisez le petit bouquin merveilleux de Jacques Philippe, La liberté intérieure. Hein, on peut devenir davantage libre ou au contraire davantage esclave. Donc c'est bien ce problème de l'usage du libre arbitre qui est le facteur majeur de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est donc l'utilisation de deux verbes qu'on utilise toujours dans l'éducation, éduquer et élever. Et vous voyez que ces deux verbes donnent une complémentarité à l'éducation. Élever, ça veut dire faire grandir, mais pour que quelqu'un grandisse, il faut l'éduquer, c'est-à-dire l'arracher, hein, conduire hors d'eux, l'arracher à un chemin qu'il ferait dégringoler au lieu de le faire grandir. Donc il y a une action quelquefois douloureuse qui est d'éduquer en vue d'élever. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants, c'est qu'on exerce quelquefois sur eux une force, voyez, en les sortant énergiquement d'un mauvais chemin pour les remettre sur un chemin qui les élève. Autrement dit, on n'élève pas les enfants avec de la guimauve. Voyez, il faut les éduquer. Et on verra ça dans le rôle du père et de la mère, parce qu'il y a une complémentarité dans le rôle du père et de la mère, notamment le père est celui qui est le premier éducateur et pas la mère. On le verra. Parce que justement, il faut arracher. Et c'est pas toujours facile. Donc, éduquer et élever sont deux verbes complémentaires qui sont importants de connaître quand on est chargé de l'éducation. Alors, nouvelle réflexion. Puisque l'éducation est une action, c'est une action éducative, ça répond à tous les critères de l'action. Et vous savez que les gens qui sont le plus intéressés à l'action, ce sont les militaires. Et depuis de très longs siècles, puisqu'il faut remonter aux Chinois pour avoir toute une série de réflexions sur l'action. Et on constate, quand on réfléchit sur l'action, qu'il y a des niveaux dans l'action et que ces niveaux sont liés au court terme, au moyen terme et au long terme, et que si on n'a pas de vision de long terme dans l'action, ben on fait n'importe quoi. Ouais, le philosophe Sénèque dit « il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas dans quel port il doit aller ». C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin, je vous le dirai pourquoi, les 9 fondamentaux de l'éducation, parce que c'est les 9 cibles qu'il faut viser en permanence dans l'action. Et il faut avoir des cibles. Ça, on pourrait dire, c'est le niveau politique. Il y a une politique éducative qui doit donner des cibles claires aux parents. Mais au-dessus de cette vision de long terme
qui est l'action, les cibles de l'action. Il y a quelque chose qui, là, ne dépend pas du temps, voyez, et doit être stable sous peine de voir l'éducation, j'allais dire, ne pas rester conforme à elle-même. C'est ce qu'on pourrait appeler les principes de l'éducation, la philosophie de l'éducation. Vous voyez, au niveau de la politique, il y a la philosophie. Au-dessus de la politique, il y a forcément la philosophie. D'ailleurs, on dit dans la doctrine sociale de l'Église que la politique elle-même, au sens de la politique de la cité, elle doit elle-même être soumise à la morale. Et bien, de la même manière que la vie de la cité doit être soumise à la morale, dans l'action, j'allais dire, ce qui est l'action éducative qui doit être ciblée, elle est elle-même soumise à des principes qui ne doivent pas bouger. Alors, ces principes, il faut essayer de bien les identifier. Je vous en ai déjà donné un. Premier principe, chaque enfant est un être unique. Il faut que je cesse de vouloir appliquer des recettes polyvalentes, voyez, dans la manière dont je vais conduire l'action, c'est-à-dire non plus au niveau de la politique de l'action, mais de la stratégie, la manière dont je vais organiser mon action éducative vis-à-vis des enfants. Il faudra que je tienne compte du fait que chaque enfant est un être unique, que ses réactions ne sont pas les mêmes. Voyez, la caractérologie, par exemple, est un élément qui peut vous aider, voyez, à voir comment votre enfant fonctionne. Est-ce qu'il est plus émotif, moins émotif, plus actif, moins actif? Est-ce que les événements retentissent en lui instantanément ou au contraire dans le temps? La caractérologie est un bon outil pour les parents pour aider à percevoir que cet enfant est un être unique. Deuxième élément important dans les principes, c'est bien définir ce qu'est l'amour. Parce que dans notre monde, on a une vision de l'amour qui est une vision sirupeuse d'affectif. Vous voyez, on est dans l'affectif. On croit que l'amour, c'est pas faire de la peine aux autres. C'est complètement faux. L'amour n'est pas de l'ordre des sentiments. Les sentiments, c'est une manière de traduire l'amour. Mais c'est pas l'amour. Ouais. Ça peut même être un Canada Dry d'amour. Ouais, ça ressemble à l'amour, mais c'est pas de l'amour. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est la volonté de faire le bien de l'autre. C'est donc de l'ordre de la volonté. Et comme il faut faire le bien de l'autre et pas le mal, ça veut dire que ça mobilise également l'intelligence. L'amour, paradoxalement, c'est d'abord de l'ordre de l'intelligence et de la volonté, et non pas de l'ordre des sentiments. Voilà, alors là, il y a du boulot à faire dans le monde actuel, parce qu'on vit dans un affectif sirupeux en permanence. Et il y a beaucoup de gens qui croient que aimer, c'est jamais faire de la peine à l'autre. C'est faux. C'est faux. Et c'est monstrueusement faux. Et vous voyez, à force de ne pas vouloir faire de la peine à des petits chéris, on laisse des petits chéris, vous voyez, s'engager sur des chemins, qui sont des chemins qui vont les détruire. Il faut savoir faire de la peine, parce que vouloir le bien de l'autre, c'est quand même autre chose que de vouloir ne pas lui faire de la peine. C'est d'un autre niveau. Alors là, il y a vraiment du boulot à faire dans ce domaine-là. Troisième élément important, se rappeler que l'autorité, c'est très différent du pouvoir. Il ne faut jamais confondre le pouvoir et l'autorité. Les pouvoirs ne sont que les moyens de l'autorité, et il y a un très petit minimum de pouvoir que l'on doit conserver quand on exerce une autorité. En fait, il n'y a que deux pouvoirs qui sont à conserver quand on exerce une autorité. C'est tout simplement le pouvoir de récompenser les mérites et de punir les fautes. Ouais. Et si on ne récompense pas les mérites, ça veut dire qu'on n'a pas d'autorité réelle. C'est le rôle des parents de savoir récompenser les enfants quand ils ont fait des efforts louables pour progresser, pour changer. Il faut les récompenser. Il ne faut pas leur donner d'argent de poche, mais il faut savoir les récompenser quand ils ont fait des efforts louables. Et puis deux, il faut toujours punir les fautes, parce que quand on ne punit pas les fautes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdit. Et s'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de barrière, on le verra dans les fondamentaux de l'éducation. Il faut garder cette capacité de punir les fautes. Dernière chose que je voudrais dire sur l'éducation, c'est que il y a une nature humaine, qui est ce qu'elle est, et que donc il y a un ordre naturel dans l'éducation qui est accessible à tous les gens, qu'ils aient ou non la foi. C'est la raison pour laquelle le premier volume de mon bouquin, je l'ai écrit sans aucun présupposé de foi. Et j'ai abordé le problème de Dieu au dernier chapitre et dans l'ordre naturel, c'est-à-dire comme une interrogation
naturel chez quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des questions que tous les gens se posent et auxquelles seul Dieu donne des réponses. Par exemple, le problème du mal et le problème de la mort. Ce sont deux problèmes cruciaux pour les jeunes qui les torturent souvent, parce que le mal, c'est une réalité qu'ils voient à la fois parce qu'ils le subissent et qu'ils le commettent. Ouais, le jeune qui me pose la question, est-ce que c'est mal de gagner de l'argent sur le dos des toxicomanes? Il se pose une question sur le mal commis par lui, et en même temps, il sait depuis longtemps que c'est un mal subi par les toxicomanes. Ils se font du mal à eux-mêmes, ils dérouillent. Bon, alors ils se posent des questions sur le mal. Et puis le problème de la mort. Ouais, quand vous voyez les jeunes, quand ils perdent un copain ou une grand-mère, quand vous voyez l'importance de leur chagrin, vous vous rendez compte à quel point le problème de la mort, et c'est normal, est quelque chose de douloureux pour l'être humain. Donc si on n'a pas de réponse au problème de la mort, j'allais dire, on est en danger permanent, vous voyez, d'être brisé dans son être par ce problème de la mort. Donc il y a un ordre naturel et il y a également un ordre chrétien, mais qui n'est pas autre chose que l'ordre naturel servi par la grâce. C'est tout. Hein. Et j'ai démontré dans le début de mon 2e tome de bouquin que Dieu lui-même, quand il éduque l'homme, et on le voit au travers notamment de toute l'histoire du peuple juif, il applique rigoureusement l'ordre naturel, ce qui est un peu normal, parce que vu que l'ordre naturel c'est lui qui l'a créé, ça serait fortement étonnant, oui, qu'il ne respecte pas lui-même l'ordre naturel. Hein. C'est du bon sens élémentaire. Donc il y a un ordre naturel et un ordre surnaturel. C'est d'ailleurs pour ça que le pape Jean XXIII, dans Pacem in Terris, voyez, a appelé tous les hommes de bonne volonté à construire avec les chrétiens une civilisation de l'amour. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour construire une civilisation de l'amour. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour construire une civilisation du respect inconditionnel de la personne humaine. Ouais. Et donc, comme il y a une nature humaine, eh ben, il faut apprendre à connaître cette nature humaine, et c'est pour ça que je vous ai parlé des différents conditionnements de l'homme. Voyez, c'est pour ça que le pape se réfère sans arrêt, le pape actuel, à l'anthropologie, c'est-à-dire à la connaissance de l'homme. Il y a une connaissance de l'homme qui est vitale, voyez, pour pouvoir, j'allais dire, bien vivre ensemble, et c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde à la fois parce que nous, chrétiens, nous savons que la conscience que Dieu a mis en nous nous rappelle en permanence, voyez, à ce respect de la personne de l'autre, hein, et nous dit en permanence, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi, hein. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut, j'allais dire, retrouver rationnellement, d'où d'ailleurs l'encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison. Ouais, la raison va jamais contre la foi, et la foi va jamais contre la raison. La foi se situe au-dessus de la raison pour lui donner un éclairage supplémentaire, c'est tout. Mais elle va pas contre la raison. Donc la raison est extrêmement importante. Alors raison de plus dans notre monde hyper féminisé, voyez, où la raison est en perte de vitesse, pour redonner, voyez, l'habitude de l'usage de la raison dans l'éducation, et apprendre à nos enfants à se servir de leur cerveau gauche et pas uniquement de leur cerveau droit. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre des méthodes de l'éducation nationale qui prônent toutes sortes de méthodes qui favorisent énormément l'usage du cerveau instantané, du cerveau qui fonctionne par analogie, mais d'un cerveau qui est vulnérable à l'affectif et aux émotions. Alors que le cerveau gauche, lui, est beaucoup plus lent, plus lourd, il se pose des questions, il passe par l'interrogation et il est rationnel. Eh bien, la rationalité, c'est nécessaire pour valider les intuitions que donne le cerveau droit. Donc il faut apprendre à nos enfants à se servir non pas uniquement du cerveau droit, mais du cerveau droit et du cerveau gauche. Fides et ratio, la foi et la raison. Et l'ordre naturel est rationnel. Il permet à toute personne, vous voyez, par le bon sens, d'accéder, vous voyez, à la réalité humaine que nous connaissons. Et c'est pour ça que les sciences humaines ont un rôle positif à condition qu'on les mette à leur place et qu'on ne pense pas qu'avec les sciences humaines,
qui ne traite que des conditionnements de l'homme, on va pouvoir résoudre le problème du libre arbitre. Non, il y a les conditionnements, il faut les connaître, et puis au-dessus, il y a cette capacité exceptionnelle qu'a l'être humain par rapport à tous les autres mammifères de la planète de pouvoir décider librement. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pu le remarquer dans la sagesse populaire, qui est une sagesse, comme le nom l'indique, on dit de l'homme tout et le contraire de tout. Parce que, effectivement, à cause des conditionnements divers de l'homme, voyez, la complexité humaine est grande. Écoutez la sagesse populaire. Tel père, tel fils. À père avare, fils prodigue. C'est exactement le contraire. Ouais. Et rajoutez, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Autrement dit, vous avez un gosse, il a été conditionné par son père à l'avarice. Hein. À l'adolescence, il se révolte. Alors, il est aussi prodigue que son père était grigou. Et puis, 20 ans après, chasser le naturel, il revient au galop. Il est redevenu avare comme son père. Ouais. Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte, dans l'éducation, de cette capacité qu'a l'homme, à la fois d'adopter certains conditionnements, et l'éducation, je vous l'ai dit, c'est un conditionnement, mais aussi de le rejeter. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, dans l'ordre des cibles de l'éducation, j'ai appelé ça les fondamentaux de l'éducation. Savez-vous pourquoi j'ai appelé ça les fondamentaux? Qu'est-ce que c'est l'expression les fondamentaux? On dit les bases, ou les fondations d'habitude, ou les fondements. Qui emploie l'expression les fondamentaux? C'est les entraîneurs de sport collectif. Et les premiers qui l'ont employé, c'est les rugbyman. Oui, les entraîneurs de rugby là, du sud-ouest qui ont un bon accent rocailleux, ils disaient les petits, il faut respecter les fondamentaux. Si vous ne respectez pas les fondamentaux, vous allez ramasser une tôle. Hein. Il faut conquérir la balle, conserver la balle, faire circuler la balle, essayer de franchir la ligne d'avantage, assurer la qualité des plaquages, et puis la précision des buteurs. Et si vous ne respectez pas les fondamentaux, vous allez vous faire battre. Oui. Dimanche dernier, les Anglais ont perdu un match qu'ils auraient dû gagner, parce que sur un des fondamentaux, la précision du buteur, ils ont été nazes. Eh ben, ils ont perdu 18-17 alors qu'ils auraient dû gagner d'une dizaine de points, normalement. Ouais. Ils n'ont pas respecté un des fondamentaux. Bon. Alors, il faut respecter les fondamentaux. Mais notez bien la sagesse des entraîneurs de rugby. Ils vous disent également, les petits, même si vous respectez les fondamentaux, vous pouvez quand même ramasser une tôle. Parce que les autres peuvent les respecter aussi et avoir des meilleures individualités que vous. Et puis ce putain de ballon de rugby, des fois, il ne rebondit pas comme on a prévu. Hein. Et donc, c'est une manière, au fond, à la fois d'être très exigeant et très déculpabilisant. Et bien, c'est pour ça que j'ai pris ce principe d'utiliser le terme des fondamentaux pour les parents, parce que les parents doivent être à la fois exigeants et en même temps déculpabilisés. Vous avez à respecter les fondamentaux, vous avez donc obligation de moyens, mais vous n'avez pas obligation de résultats. Vous voyez, parce que les résultats ne dépendent pas de vous. Chaque enfant, je l'ai dit dès le début, est une personne, et une personne, ça a son libre arbitre. Donc l'enfant peut rejeter pendant longtemps tout ce que vous avez semé en lui. Ça veut pas dire que ça ne poussera pas un jour. Donc, respectez les fondamentaux et dormez tranquille. Cool. Ouais. Cool. Hein. Ça ne dépend pas de vous. Puis je dirais, je l'ai dit à un moment, le plan que Dieu a sur votre enfant, vous l'ignorez. Et ce plan, il peut prendre des chemins tout à fait imprévus. Hein. La petite sœur de Lazare et de Marthe, elle s'appelait Marie-Madeleine. C'était pas du tout une prostituée, la traduction est mauvaise, c'était une fêtarde. Hein. Elle avait jeté son bonnet par-dessus les moulins, elle faisait la Java. Hein, Magdala, qui était le faubourg riche de Tibériade, sur les bords du lac de Tibériade, où venaient se rafraîchir les riches romains, les riches juifs. On voit bien d'ailleurs quand elle va chez le pharisien Simon, qui sait très bien que c'est une fêtarde. Et pourquoi il sait que c'est une fêtarde? Parce que lui, de temps en temps, il va faire la fête aussi, comme les autres. Il y avait les Romains, les Grecs et les riches juifs qui venaient faire la fête à Magdala, faubourg riche de Tibériade. Alors, Marie-Madeleine, c'est pas du tout une prostituée, c'était une fille qui faisait la noce. Hein. Et puis un jour, elle s'est convertie. Ouais. Lazare et Marthe, ils se lamentaient pas, ils priaient pour elle, simplement.
Et puis un jour, ce que les parents avaient semé et ce que Lazare et Marthe, qui étaient les aînés de Marie, essayaient de faire passer, un jour, ça a poussé. Il ne faut jamais se couvrir la tête de cendre quand on élève des enfants et qui vous donne l'impression, l'apparence qu'ils s'en foutent éperdument de ce que vous avez semé. C'est pas vrai. Ça ressortira certainement un jour, mais pas quand vous le voudrez. Vous voyez, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et le libre arbitre souverain de la personne humaine fait qu'il faut que cette personne à un moment se réapproprie l'éducation qu'on lui a donnée. Eh bien, laissez-lui le temps de se la réapproprier. Mais tant que vous avez les enfants sous votre responsabilité, vous voyez, ayez cette sérénité de dire il y a des choses que j'imposerai à mes enfants, que ça leur plaise ou non, parce que c'est bon pour eux, mais après ça, je ne sais pas ce qu'ils en feront. Ouais, il faut avoir ce courage-là. Et je veux dire qu'on vit dans un monde, ce que Alexandre de Villebois, qui est un psychiatre, a appelé la société sans père, une société hyper féminisée, où il y a 90% d'institutrices dans le primaire, plus de 60% de profs féminins dans le secondaire, et qu'on vit dans un espèce de matriarcat, qui est facteur de violence. L'histoire atteste que chaque fois qu'une société est matriarcale, la violence monte. Parce que c'est le rôle de l'homme de protéger la femme en disant la loi. On le verra quand on parlera du père. C'est le père qui doit dire la loi, pas la mère. La mère, elle n'est pas faite pour ça. Donc on vit dans une société qui est hyper féminisée, très artiste, très, très riche en sensibilité, mais qui est une société potentiellement violente. Et on le voit sans arrêt. Et alors je crois que la mixité dans le collège n'a pas arrangé les choses, parce que les filles ayant 2 à 3 ans de maturité de plus que les garçons se sentent humiliés pendant 2-3 ans de collège, et souvent la manière pour eux de récupérer le pouvoir, c'est de les violer. Le viol en réunion est typique de jeunes qui se sentent humiliés par les filles au collège. Et c'est normal, les filles au collège, elles ont 2-3 ans de maturité de plus. Moi, j'ai fait ma première seconde, j'avais 13 ans. On me demandait de disserter sur les héroïnes raciniennes. Ça me passait 3 années-lumière au-dessus de la tête. Donc j'ai redoublé ma seconde uniquement pour des raisons de maturité. Tout le reste allait bien, sauf la maturité. Et donc là, je crois qu'il y a une très grave erreur stratégique, de mettre ensemble pour toutes les disciplines, notamment pour les plus importantes, les garçons et les filles à l'âge où la différence de maturité est très grande. Ça veut dire qu'en plus, on est obligé de faire le plus petit dénominateur commun sur toutes les matières où les goûts des garçons et des filles sont très différents. Essayez d'intéresser des filles aux batailles de Napoléon, je vous souhaite bien du plaisir. Et essayez d'intéresser les garçons aux sentiments délicats des héroïnes raciniennes, et je vous souhaite également du plaisir à vers 14 ans, c'est pas de la tarte. Donc je crois que c'est une erreur. Oui, c'est une erreur monumentale, mais qui est typiquement idéologique, puisque on n'a fait aucune expérimentation, on écarte tous les faits qui dérangent, on ne discute jamais rationnellement avec ceux qui prétendent que c'est une connerie, et on cherche à les disqualifier uniquement par des insultes et des injures. C'est typiquement toute la description que fait Jean-François Revel dans un excellent bouquin qui s'appelle La connaissance inutile de ce qu'est une idéologie. Quand une démarche est idéologique, on ne discute jamais rationnellement, on cherche à éliminer les tenants des thèses adverses par la disqualification, on écarte les faits qui dérangent et on n'en fait pas de bilan en termes d'efficacité. On en est là. C'est pour ça que j'ai eu un très bon dialogue l'autre jour avec Michel Fize à KTO, qui est un sociologue, parce que comme il est sociologue, lui, il voit les faits, c'est pas un idéologue, et donc moi je suis un scientifique, on a eu un dialogue extrêmement convivial sur l'éducation, alors qu'on n'a pas les mêmes présupposés. Mais ça n'a pas d'importance, vous voyez, on est réaliste. Et dans le réalisme, on se retrouve forcément. Lisez le bouquin d'Alexandre de Villebois si vous arrivez à le trouver, parce que malheureusement, la boîte d'édition qu'il éditait a disparu. La Société sans père, un remarquable travail d'un psychiatre hollandais, malgré son beau nom français,
Ça doit être des gens qui ont migré au moment de l'édit de Nantes. Alexandre de Villebois, mais avec un W. On voit qu'ils ont hollandisé le nom. Mais c'est remarquable. C'est remarquable comme travail. Et il montre les dégâts, notamment, que ça fait sur l'éducation des garçons, le fait de ne pas avoir une image positive du père. Et une affection virile du père. Aujourd'hui, on prône les papapoules, ça fait des garçons moules. L'expérience montre que les petits derniers font beaucoup de choses plus tôt que les aînés, parce qu'ils sont portés aussi par les aînés. Hein, et ça fait aussi partie de la vie. Donc on n'éduque pas tout à fait les aînés de la même manière que les petits derniers. Les aînés d'ailleurs nous en veulent. Ils nous disent ah ben les petits vous les éduquez pas de la même manière que nous, hein. Forcément, d'abord parce qu'on a fait des progrès entre temps, hein. Mais quand même eux les aînés, ils avaient d'autres besoins que les petits derniers et ils n'avaient pas ce cadre déjà créé qui existe quand ils arrivent à la vie. Les petits derniers, ils tombent dans un cadre qui est déjà bâti. Et puis les parents ont essuyé quelques plâtres, si vous voulez. Ils confondaient un certain nombre de choses pas importantes avec l'essentiel et ils ont eu le temps de trier. Donc c'est vrai que on n'éduque pas les petits derniers comme les aînés. Et effectivement, il faut quand même empêcher les petits derniers de faire certaines choses qu'ils voudraient faire et pour lesquelles ils n'ont pas l'âge. Et c'est vrai que c'est ce qui rend, si vous voulez, la stratégie d'éducation qui se situe en dessous des fondamentaux, c'est-à-dire l'organisation de l'action elle-même. Là, il faut être créatif, les parents, en permanence. On n'a pas 2 enfants pareils. Ouais. Moi, j'ai 7 enfants, j'ai 7 enfants différents. Encore que, dans mes 7 enfants, vous voyez, je retrouve 3 groupes de 2 qui se ressemblent. Hein, l'aîné, la 5e, le 2e, le 3e et la 6e, le 4e et la 7e, et puis la seconde, elle est à part. Hein. Bon, ben, j'ai 4 groupes vraiment différents, avec lesquels on ne fonctionne pas en termes d'action de la même manière, alors que les cibles de l'action restent les mêmes. Ouais, les cibles de l'action restent les mêmes. Mais la manière de conduire l'action pour atteindre les cibles n'est pas la même, forcément. Et puis il y a là, je vous dis, des parents qui changent, et puis on change de lieu de travail, on change d'école, tout ça, c'est ce que les militaires appellent la stratégie et la tactique, qui se situe en dessous de la politique, et là pour lesquels je donne quelques indications, mais pas plus, parce que il faudrait faire 10 000 bouquins, vous voyez, pour montrer aux parents que selon le type d'enfant qu'ils ont, il va falloir qu'ils pilotent ça. Heureusement, vous voyez, il y a à la fois, disons que si on est chrétien, la grâce d'État, des parents, hein, et puis il y a l'expérience aussi qui vient, qui fait que on apprend à s'adapter à tel type d'enfant. Ouais. Ce qui est ne rien changer au principe et ne rien changer aux cibles, mais piloter l'action éducative, j'allais dire d'une façon la moins bête possible, quoi. Et c'est pour ça que certains éléments de sciences humaines sont très utiles, notamment la caractérologie. Parce que la caractérologie, elle parle de ce qui est un invariant, à la fois chez vous et chez votre enfant. Hein, c'est un invariant. Et puis également, les 4 failles spirituelles que j'ai données, c'est pareil. C'est des invariants, puisque le Christ répond à saint Paul, ma grâce te suffit, par 3 fois. Ça veut dire, si tu es un jaloux, tu auras à lutter contre ta jalousie toute ta vie. Mais quand on révèle aux parents, qui peuvent être eux-mêmes des jaloux mal guéris, des lâches pas bien soignés, des violents qui se sont pas traités, etc., ça les aide aussi à voir chez leurs enfants d'autres failles ou la même, voyez, et de piloter ça le moins mal possible. Quelquefois, pourquoi un père qui a été, ou une mère qui a été une petite jalouse quand elle était jeune, et qui l'est plus ou moins restée, elle est particulièrement irritée quand elle découvre la jalousie chez les enfants, parce que ça leur donne un miroir où elle se voit elle-même, où il se voit à lui-même. Et c'est vrai que c'est très désagréable de se voir chez l'autre. C'est-à-dire pour ça que pour faire un bon couple, il vaut mieux être différent. Pas trop, mais quand même. Ouais. Et caractérologiquement aussi, il faut avoir des différences. Pas trop, mais quand même. Ouais, la complémentarité, c'est une source importante, ouais, d'amour, finalement.